Il ne s'agit pas simplement pour moi de me plier au respect des civilités élémentaires, même si elles me semblent évidemment importantes, parce que cette invitation n'est pas une invitation à titre privé. J'ai la faiblesse de croire qu'il s'agit d'une invitation à caractère politique, qui est une forme de solidarité, alors pas simplement avec cet ouvrage en particulier, il ne s'agit pas d'un plaidoyer pro domo, mais avec globalement les ouvrages qui traitent de la question coloniale, des questions coloniales, de la question des réparations, de la question de la reconnaissance des crimes coloniaux, la France étant particulièrement en retard, c'est peu de le dire, de la question du racisme d'État et des discriminations systémiques, et évidemment, j'y reviendrai dans la dernière partie, de la question antisionisme, antisémitisme. Ce type d'ouvrage étant victime, les auteurs et autrices évidemment également, de ce que j'appelle au fond une forme de censure démocratique, parce qu'elle ne passe plus par l'interdiction des livres, elle ne passe pas non plus par ce qui se pratiquait, y compris après-guerre et pendant la guerre d'Algérie notamment, des blancs dans les journaux, visant à supprimer certains articles. Elle passe, cette censure démocratique, par l'invisibilisation de ce type d'ouvrage, qui n'ont pas droit de citer et, dans les grands médias, qui n'ont pas au fond le droit d'être cités, et qui, faute de ce type d'initiative, risquent fort d'être condamnés à une forme d'inexistence, et au-delà de l'inexistence des livres, c'est évidemment l'inexistence des catégories, des concepts et des analyses employées. Donc merci pour l'invitation, dans la mesure où ça permet d'atténuer pour partie cette censure démocratique. J'ai la faiblesse de penser que, eu égard à l'évolution de la situation politique, ce type d'initiative sera à l'avenir plus nécessaire encore. Mais écoute, on verra ce qui va se passer après les résultats des élections européennes. Joli lapsus, parce que j'ai pensé évidemment à celle-là, aux élections présidentielles de 2027. Alors, ce livre est né, et je vais citer, c'est une façon de lui rendre hommage, j'aurais aimé être l'auteur de la citation, mais ce n'est pas le cas. Guy Calgam écrivait ceci: on n'est pas responsable de son époque, mais on est coupable de ne pas s'en dissocier. Et au fond, ce livre est une façon de signifier que de cette époque, je me dissocie, que cette époque n'est pas la mienne, qu'elle n'est pas la nôtre, et qu'une façon de signifier qu'elle n'est pas la nôtre, c'est précisément d'essayer de comprendre ce qu'elle est et comment nous en sommes arrivés là. Alors, tout d'abord, sur l'histoire des catégories racisme d'État, les catégories de racisation et de racisé, de discrimination systémique, s'est mis en place une forme de discours officiel qui est devenue une forme de vérité à la fois officielle et médiatique, selon laquelle ces catégories auraient été inventées et forgées aux États-Unis par des militants afro-états-uniens radicaux. Le premier élément de cette argumentation vise à disqualifier ces concepts en faisant croire que, supposément forgés aux États-Unis, ils seraient par conséquent inadéquats pour rendre compte des réalités françaises. Notamment parce que la France, comme chacun sait, étant la fille aînée des Lumières, de la Révolution française, des déclarations de l'homme et citoyen, en raison de ses supposées très glorieuses traditions républicaines, ne saurait connaître ni racisme d'État, ni discrimination systémique. Forgé aux États-Unis donc par des militants afro-états-uniens radicaux, là il s'agit justement d'invalider même la catégorie de concepts et de faire croire qu'il s'agit là simplement de slogans, de revendications politiques et qui n'auraient aucune validité, disons, académique ou scientifique.
Ceux qui tiennent ce langage sont au mieux ignorants, ils devraient donc lire les bons livres, le mien évidemment, au pire des idéologues, et là évidemment les choses sont plus compliquées parce qu'il y a des intérêts à la fois politiques et symboliques essentiels dans le fait de faire croire que c'est bien ainsi que les choses se sont écrites. Rappelez que la catégorie de racisé et de racisation est une invention faite par une sociologue française qui s'appelle Colette Guillemin dans un ouvrage qui est un grand classique du corpus ou de la littérature d'analyse de racisme qui s'appelle L'idéologie raciste, qui était un ouvrage qui date de 1972, donc qui n'est pas particulièrement récent. Colette Guillemin forgeant la catégorie de racisé pour faire entendre ceci que certes, le concept de race n'a aucune validité scientifique. Claude Lévi-Strauss lui a fait un sort dans un ouvrage célébrissime qui s'appelle Race et Histoire, publié après la Seconde Guerre mondiale. Mais ce n'est pas parce que le concept n'a aucune validité scientifique qu'il n'y a pas des centaines de millions, voire des millions d'hommes et de femmes qui sont néanmoins convaincus que les races existent. Et convaincus que les races existent déterminent leur rapport avec les autres, qu'ils perçoivent comme appartenant à des races différentes, en fonction des représentations qu'ils se font de ces autres. Et donc la catégorie de racisé et de racisation vise à faire entendre ce décalage entre une réalité, des réalités scientifiques et la façon dont les hommes et des femmes perçoivent leur rapport avec autrui. De même que il est désormais prouvé que l'univers a un début, qu'il est en expansion et qu'il aura une fin. Il y a encore des centaines de millions de personnes, voire des milliards, qui pensent que l'univers a été créé par un dieu ou par des dieux. Donc, c'est ce que cherchait à faire entendre Colette Guillemin dans son ouvrage. Relativement à la catégorie de racisme d'État, là aussi, et là encore, la catégorie n'est pas nouvelle du tout. Elle est inventée par Michel Foucault, philosophe français bien connu, dans un cours qu'il prononce dans une institution qui n'est pas exactement marginale de la République, puisqu'il s'agit rien moins que du Collège de France, en 1976, cours qui est maintenant bien connu également, parce qu'il est publié par une toute petite maison d'édition qui s'appelle les éditions Gallimard, et sous le nom de « Il faut défendre la société ». Quand Michel Foucault prononce ce cours, Michel Poniatowski est ministre de l'Intérieur. Je n'ai pas ouï dire que Michel Poniatowski était un ministre de l'Intérieur particulièrement libéral. Et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Alice Saunier-Séité, qui n'est pas connue pour non plus son amour des sciences humaines en général et de la philosophie politique en particulier. Et à l'époque, ni lui ni elle n'ont estimé nécessaire de faire des déclarations contre les catégories, et notamment la catégorie de racisme d'État, employé par Michel Foucault. Prudence et pudeur que n'ont pas ceux qui prétendent être des modernes libéraux, puisque je rappelle que ne reculant devant aucune démagogie, et de ce point de vue-là il est un orfèvre, celui qui a été ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, à la suite de l'assassinat de Samuel Paty, comme vous l'avez dit en introduction, s'est livré à une attaque qui est absolument sans précédent sous la Ve République, non pas de certains universitaires, mais de l'institution universitaire elle-même et du CNRS, considérant que ces deux institutions étaient désormais sous la coupe d'islamo-gauchistes et de partisans du wokisme, ce pourquoi une enquête a été diligentée par celle qui était à l'époque ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et dont j'ai oublié le nom en raison de sa nullité crasse, enquête qui n'a évidemment pas connu le début d'un commencement, parce qu'il n'y avait strictement rien à enquêter. Alors, Michel Foucault utilise le concept de racisme d'État pour rendre compte de ce qu'il estime être une transformation extrêmement importante de la politique et de ses conséquences institutionnelles, à savoir ce qu'il appelle l'avènement de la biopolitique, c'est-à-dire d'une politique qui prend de plus en plus en charge la vie au sens biologique du terme et qui va se concrétiser par ce qu'on appelle à la fin du 19e et au début du 20e siècle l'avènement d'un État hygiéniste, qu'on appellerait aujourd'hui un État dont la fonction est d'assurer la sécurité sanitaire des populations nationales. Sécurité sanitaire qui va en partie se construire
Alors, soit contre des races qui sont présentes dans les colonies, et ou contre des races, ou pensées comme telles, présentes sur le territoire national, que ces catégories racisées soient étrangères, ou même, dans certains cas, j'y reviendrai, françaises. Dans un contexte, faut-il le rappeler, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, où surgit ce qu'il est convenu d'appeler un racisme scientifique, pas simplement en France, mais en France notamment, qui est un racisme scientifique, donc un racisme élitaire, c'est-à-dire forgé par les élites scientifiques et républicaines de la Troisième République. Et en France, l'un des grandes figures de la construction de ce racisme scientifique et élitaire est le Broca, anthropologue célébrissime à l'époque, à qui l'on doit l'invention d'une sous-discipline, alors en précisant qu'il ne s'agit pas d'une discipline secondaire, marginale, bien au contraire, sous-disciplines devront être ici comprises comme spécialité. Puisqu'en effet, Broca, anthropologue physique bien connu, est à l'origine de ce qu'on appelle la phrénologie, c'est-à-dire l'étude comparative du cubage des crânes, et qui va déboucher sur une découverte que Broca estime scientifique, et que ses contemporains pareillement, à la suite de l'étude comparative du cubage des crânes des hommes blancs et noirs, étude statistique, Broca arrive à la conclusion et apporte une réponse qu'il pense être scientifique à l'inégalité des races noires. La cause en est que le cubage de leur crâne, statistiquement parlant, est inférieur à celui des blancs. Alors quand on dit ça en général, en 2024, la chose fait sourire, il faudrait rire plutôt jaune, parce que Broca, lorsqu'il expose cela, n'est pas pensé comme quelqu'un qui expose un préjugé, mais au contraire comme quelqu'un qui expose une vérité scientifique et une découverte scientifique jugée majeure. À ce point majeure, d'ailleurs, que la Troisième République, reconnaissante à ces grands hommes, lui a accordé le nom d'une rue, à Paris entre autres, mais j'imagine ailleurs, mais à Paris entre autres, pas loin du Jardin des Plantes et donc du Muséum d'Histoire Naturelle, rue qui porte encore aujourd'hui son nom. La conjonction de cette biopolitique, de ce racisme scientifique et de l'irruption donc de la sécurité sanitaire va déboucher sur ce que Michel Foucault nomme donc un racisme d'État qui va sévir non pas seulement dans l'économie mais également en métropole. J'y reviendrai. Je vais faire ouvrir une courte parenthèse relativement à la catégorie de xénophobie d'État qui est employée par Pierre Bourdieu en 1996 dans un contexte très particulier à l'époque, puisque c'est août 1996, c'est le moment où les travailleurs en situation irrégulière, mal nommés clandestins, décident pour la première fois, alors aujourd'hui la chose nous paraît banale, mais à l'époque elle ne l'est pas du tout, décident pour la première fois de s'affirmer comme des sujets politiques individuels et collectifs et décident donc d'occuper à Paris l'église Saint-Bernard pour exiger leur régularisation et avec cette régularisation évidemment la jouissance de tous les droits économiques et sociaux auxquels ils ont droit en tant que travailleurs. L'irruption des mal nommés clandestins dans l'espace public et sous une forme collective et organisée va susciter une réaction très violente des autorités de l'époque, et notamment de celui qui est alors ministre de l'Intérieur, qui s'appelle Jean-Louis Debré, qui par la suite est devenu président du Conseil constitutionnel, la République étant généreuse avec ses grands serviteurs, décide d'une intervention particulièrement brutale à l'église Saint-Bernard, et Pierre Bourdieu consacre à ces événements un article, en prenant ses distances d'une part par rapport aux journalistes qui ne retiennent que globalement le caractère spectaculaire de la répression, et en prenant également ses distances par rapport à une certaine gauche, entre autres socialistes, qui condamne la répression, mais qui ne s'interroge pas beaucoup plus avant sur ce qui a motivé cette répression. Et Pierre Bourdieu estime qu'il ne s'agit évidemment pas d'une initiative isolée du ministre de l'Intérieur, que ce ministre de l'Intérieur agit conformément à la politique menée par son gouvernement, ou le gouvernement auquel il appartient, et qu'il s'agit en effet de l'application d'une politique publique qui déjà
stigmatise les soi-disant clandestins en faisant croire qu'en raison de la clandestinité qui leur est imputée, il ferait peser des menaces significatives sur l'ordre et la sécurité publique des biens et des personnes, et évidemment aussi sur les comptes de la sécurité sociale, éventuellement, et sur l'emploi. Par quoi il s'agit bien, estime Bourdieu, d'une politique publique xénophobe. Et en tant que cette politique publique est assumée par l'État, il en conclut qu'il s'agit bien d'une politique de xénophobie d'État. Novembre 2005, éclate, alors à l'époque le terme ne fait pas débat ni dans le champ politique ni dans le champ académique, éclatent les révoltes des quartiers populaires de novembre 2005 et Achille Mbembe estime que ces révoltes des quartiers populaires relèvent également et peuvent être et doivent être analysées grâce au concept de racisme d'État. Je ferme cette parenthèse. Enfin, pas complètement, simplement pour rappeler, parce que cet ancien Premier ministre, eu égard aux positions qui sont les siennes relativement au conflit en cours à Gaza, a fait l'objet de la part d'une certaine gauche de louanges, alors peut-être méritées sur le sujet, mais enfin, n'oublions pas quand même que celui-là, ce sémillant et fort distingué ex-Premier ministre, Dominique de Villepin, a, lors des émeutes de novembre 2005, était le Premier ministre à appliquer en métropole une loi d'exception, la loi sur l'état d'urgence de 1955, qui est une loi d'exception votée en pleine guerre d'Algérie et qui, pour la première fois, a été appliquée sur le territoire national dans un contexte qui, à l'évidence, n'avait strictement rien à voir avec le contexte de la guerre d'Algérie. Par quoi Dominique de Villepin est effectivement responsable d'avoir créé un précédent politique et juridique catastrophique qui permettra à ses successeurs et éventuellement à sa successeur d'avoir recours au même type de dispositions au cas où des événements similaires se produiraient. Je rappelle que par ailleurs, la loi de 1955 a été adoptée en Nouvelle-Calédonie pour la seconde fois après les événements de 1988, là aussi dans un contexte qui, nonobstant ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, à l'évidence ne relève pas, à proprement parler, et ne peut pas être mis sur le même plan que la guerre de libération nationale déclenchée à partir du 1er novembre 1954. Michel Foucault n'est pas simplement attentif au racisme d'État éventuellement ailleurs, il est également très attentif au phénomène d'importation en métropole de représentations et de pratiques et de dispositions juridiques expérimentées dans les colonies. Et il cherche à montrer que ce ne sont pas simplement des populations étrangères qui sont parfois victimes de dispositions racistes, mais y compris des populations françaises. Et de ce point de vue-là, ces analyses sont très précieuses pour rendre compte de la extraordinaire mais sinistre permanence au cours de 3 républiques de ce qu'il faut bien appeler une romanophobie d'État. Et je reviendrai en conclusion de cette première partie sur le fait qu'il me paraît tout à fait légitime de caractériser cette romanophobie d'État et de racisme d'État. Cette romanophobie d'État débute par une loi du 16 juillet 1912 qui concerne à la fois les gens du voyage français et étranger et les Roms français et étrangers. Les gens du voyage français se voient imposer la détention d'une carte d'identité dans un contexte, faut-il le rappeler, où la carte d'identité n'existe pas pour le reste des nationaux, puisque la carte d'identité n'a été rendue obligatoire que par le régime de Vichy. Cette obligation a été abolie après le rétablissement des institutions républicaines en 1944-45, et la carte d'identité n'a été rendue de nouveau obligatoire que, comme par hasard, au cours de la guerre d'Algérie. Donc lorsque cette carte d'identité est imposée aux gens du voyage français, il s'agit bien d'une disposition discriminatoire. Par ailleurs, les Roms français et étrangers se voient imposer un carnet anthropométrique. Le carnet anthropométrique est d'invention policière que l'on doit à un certain Bertillon,
qui, soucieux de pouvoir identifier les criminels récidivistes, a mis en place ce carnet anthropométrique qui se traduit aujourd'hui encore d'ailleurs, si vous êtes arrêté par la police pour un délit ou un crime, alors les moyens techniques ont beaucoup évolué, mais pas le principe. Le délinquant ou le supposé criminel va être pris en photo de face de profil de 3/4 et le fonctionnaire de police va relever tous les traits caractéristiques permettant de l'identifier, couleur des cheveux, couleur des yeux, cicatrices diverses, tatouages, etc., permettant effectivement non pas seulement de l'identifier présentement, mais éventuellement de l'identifier 3, 4, 5 ans ou 6 ans, voire 10 ans après un premier crime commis. L'inventeur de cette affaire est Bertillon. Son invention va être prise d'ailleurs par un très grand nombre de polices européennes et va faire effectivement la preuve de son efficacité. Et ce carnet anthropométrique est imposé aux Roms français et étrangers. Et on a là donc la transposition d'un dispositif mis en place d'abord avant tout pour des criminels, désormais appliqué à des populations qui n'ont commis aucun crime et aucun délit, mais qui sont pensés comme, en raison de mode de vie qui est le leur, mode de vie nomade ou supposé tel, comme faisant peser des menaces substantielles sur la sécurité des biens et des personnes, mais également aussi pour la sécurité sanitaire du groupe dominant, notamment parce que ces populations pauvres sont pensées comme les vecteurs d'une maladie des pauvres, entre autres, mais pas uniquement, qui est la tuberculose, dans un contexte où, à l'époque, faut-il le rappeler, il n'y a strictement aucun moyen de soigner cette maladie, qui est une maladie épidémique qui a pu et a fait des ravages. Ces populations sont donc identifiées. Se pose un problème immédiat pour les autorités de la Troisième République. Il ne suffit pas d'identifier ces populations. Comment arriver à suivre leurs déplacements sur le territoire national ? La carte d'identité et le carnet anthropométrique n'y suffisent pas. Et donc la loi du 16 juillet 1912 va résoudre le problème. Et elle est de ce point de vue-là d'une précision redoutable, puisque ces deux catégories se voient obligées d'apposer sur les véhicules qu'ils utilisent une plaque d'immatriculation sur laquelle est inscrite la mention suivante, loi du 16 juillet 1912. La loi est à ce point précise que la taille des lettres et des chiffres est spécifiée dans la loi pour une raison très simple, c'est qu'il faut évidemment que la police et les citoyens puissent lire de loin la mention et portée sur la plaque. Et par ailleurs, cette plaque comporte une estampille officielle du ministère de l'Intérieur, de façon à prouver qu'effectivement, il s'agit bien d'une plaque officielle. Et il s'agit donc bien là de pouvoir suivre l'ensemble des déplacements de ces populations dites nomades. L'ensemble de ces dispositions débouche sur des atteintes substantielles à la liberté d'installation et de circulation. Ces dispositions vont être maintenues pendant toute la Troisième République, Front populaire compris, dont il faut rappeler qu'il n'a pas changé, ce Front populaire, d'un iota ni la condition des indigènes, ni, soit dit en passant, la condition des femmes, qui n'étaient pas citoyennes avant le Front populaire, qui ne l'ont pas été après. Et le Front populaire ne change pas non plus d'un iota la loi de 1912, qui va être aggravée dans les dernières années de la Troisième République, juste avant le régime de Vichy. Lequel régime de Vichy va s'appuyer sur cette loi pour interner en masse les nomades français et étrangers. Le rétablissement des institutions républicaines, par la grâce de la 4e République, poursuivent la loi de 1912, alors même que le préambule de la Constitution de la 4e République, en raison de la destruction des Juifs d'Europe, proscrit toute discrimination, quelle qu'en soit l'origine, tant il se bien que la loi de 1912 s'applique sous la totalité de la 4e République, une bonne partie de la 5e, puisque cette loi est non pas abrogée en 1969, mais réformée. Réformée parce que l'obligation spécifique de la carte d'identité n'a strictement plus aucun sens, puisqu'elle est imposée à l'ensemble des citoyens. Et réformée pour préciser un certain nombre d'éléments, et notamment permettre de nouveau, dans des conditions en partie modifiées, aux maires, sous la base de quotas, et donc aussi tout ce qu'il faut bien appeler un seuil de tolérance,
permettre aux maires, au-delà d'une certaine proportion de gens du voyage et de Roms sur le territoire de leur commune, de refuser aux autres la possibilité de s'installer sur ce même territoire. Il s'agit donc bien, là aussi et là encore, de la poursuite d'atteintes très substantielles à la liberté de circulation et d'installation, à quoi s'ajoute une disposition qui porte atteinte là spécifiquement aux droits politiques des gens du voyage, puisqu'ils n'ont la possibilité de voter dans la commune dans laquelle ils se sont inscrits que seulement après 1 an à la suite de leur inscription, alors que pour les Français sédentaires qui changent de commune, cette possibilité est ouverte après, je crois, 6 mois de résidence. « 10 mai 81, élection de François Mitterrand, la loi de 1969 est maintenue et il faut attendre 2017 pour que cette loi soit enfin abrogée. Réjouissons-nous, la République est enfin conforme à son magnifique triptyque liberté, égalité, fraternité, mais nous ne nous réjouissons pas trop vite parce que l'abrogation de cette loi n'emporte évidemment pas l'arrêt des politiques publiques romanophobes. J'en veux pour preuve notamment, mais pas exclusivement, la politique publique menée par Manuel Valls à l'époque du quinquennat de François Hollande. Alors je ne me rappelle pas s'il était ministre de l'Intérieur ou Premier ministre, mais sur le fond, ça n'a pas beaucoup d'importance. Manuel Valls justifiant la poursuite de la destruction des campements des Roms au nom de la défense de la sécurité des biens et des personnes et au nom de la sécurité sanitaire. Là, ça ne porte pas simplement atteinte, cette politique, à la libre circulation et d'installation, ça porte également atteinte aux droits des enfants et au droit à une scolarisation, alors même que il s'agit d'une obligation qui pèse sur l'État français en raison de dispositions nationales et en raison de dispositions européennes, qui sont violées en raison de la précarisation produite par cette politique publique romanophobe d'une particulière violence à la fois sociale, politique, symbolique, policière à l'endroit de ces populations, comme ils disent. Populations qui sont stigmatisées en raison de leur mode de vie, stigmatisées également en raison des menaces qu'elles sont supposées faire peser sur l'ordre public, stigmatisées en raison des menaces qu'elles sont supposées faire peser également sur la sécurité sanitaire, par quoi j'ai la faiblesse de croire que nous, le nous étant un nous collectif, nous sommes parfaitement légitimes à considérer que cette romanophobie doit être et peut être considérée comme une forme spécifique et singulière de racisme d'État, puisque ces populations sont bien altérisées, infériorisées, et se voient imputer toute une série de caractéristiques négatives justifiant les dispositions et les pratiques plus exactement répressives réitérées à leur encontre. Racisme d'État toujours, mais avant de préciser quels en sont les auteurs, je vais commencer par vous faire quelques citations. Je vous dirai après de qui elles sont. La citation commence ainsi. La discrimination raciale est une forme de discrimination particulièrement odieuse qui, compte tenu de ses conséquences dangereuses, exige une vigilance spéciale de la part des autorités, lesquelles doivent recourir à tous les moyens dont elles disposent pour combattre le racisme. Ça n'appelle pas de commentaire particulier parce que la phrase est, si je puis dire, lumineuse, si ce n'est ce constat que les discriminations ayant des conséquences, je cite, particulièrement dangereuses évidemment à la fois du point de vue des principes, du point de vue de la législation, mais dangereuses également bien sûr du point de vue des personnes victimes de ces discriminations, pèsent sur les autorités une obligation de résultat et de mobilisation des moyens destinés à faire en sorte de lutter, combattre, je cite encore, le racisme. Ça veut donc dire, c'est implicite, de se mobiliser contre ce qui est donc à l'origine de ces discriminations. Clair. Les mêmes poursuivent en précisant ceci, je cite encore, la pratique des contrôles aux faciès est une réalité quotidienne. Ça veut donc dire que les contrôles aux faciès ne sont pas la résultante
d'initiative de fonctionnaires de police, puisque ce sont des pratiques quotidiennes, qu'il s'agit bien, c'est implicite, de l'application, là aussi et là encore, d'une politique publique, souhaitée par le ministère de l'Intérieur. N'ayons pas la naïveté de croire que le ministre de l'Intérieur sous la Ve République peut agir sans avoir l'aval du gouvernement, lequel lui-même a en général, et en particulier, surtout sur ce type de questions, l'aval du président de la République, quel qu'il soit. Et les mêmes ajoutent ceci, je cite encore, il s'agit, c'est là que commence la citation, d'une violation flagrante des droits fondamentaux, et ils ajoutent, cela constitue, c'est là que recommence la citation, une faute lourde, engageant directement la responsabilité de l'État. Ça veut donc dire que les auteurs de cette citation estiment, précisément parce qu'il s'agit d'une politique publique, que les coupables ne sont pas les fonctionnaires de police qui se livrent au contrôle au faciès, mais sont les donneurs d'ordre, ou ministre de l'Intérieur, et ultimement l'État, qui est coupable de ces contrôles au faciès, et donc responsable. D'où la condamnation de l'État pour faute lourde. L'auteur ou les auteurs de ces passages ne sont pas le défenseur des droits, ou la défenseuse des droits aujourd'hui, non plus d'ailleurs que tiré d'un rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, ce n'est pas non plus un extrait d'un rapport d'Amnesty International, ce n'est pas non plus extrait d'un rapport d'une organisation d'extrême gauche. Ces citations sont extraites du jugement prononcé par la Cour de cassation en 2016, après qu'elle ait été saisie par des jeunes hommes racisés victimes de contrôle au faciès. Il s'agit donc d'une condamnation définitive prononcée par la plus haute juridiction française. 2021, une professeure du 9-3, comme on dit, emmène ses élèves visiter les institutions européennes à Bruxelles. Retour gare de l'Est, l'ensemble de la classe descend du train, des fonctionnaires de police extraits de la classe, 3 ou 4 lycéens, sur la base de contrôle au faciès, j'imagine tutoiement de rigueur, palpation, fouille des bagages, parce que, évidemment, racisés revenant de Bruxelles, ils sont évidemment supposés présumés coupables et présumés coupables de transporter des produits illicites que je ne saurais nommer. Donc, fouille des bagages et contrôle d'identité. Les victimes portent plainte devant la justice et l'affaire arrive devant la Cour d'appel de Paris en 2021 qui, au regard des faits et s'appuyant sur l'arrêt précédent de la Cour de cassation, condamne de nouveau l'État français pour faute lourde. Donc, l'État français est en situation de récidive. Le problème, c'est que pour les admirateurs béats de l'État de droit, la démonstration est faite que cet État s'affranchit des principes et des dispositions législatives qui pèsent sur lui, et s'affranchit également de 2 décisions de justice pour persévérer dans la politique publique des contrôles au faciès. Un État qui s'affranchit des dispositions principielles et des dispositions ordinaires, en bon français et au regard des catégories juridiques, ça porte un nom, ça s'appelle un État d'exception, qui effectivement méconnaît consciemment, là en l'occurrence, des principes fondamentaux et des dispositions nationales pour persévérer dans sa politique de contrôle au faciès. Ni les juges de la Cour de cassation, évidemment, ni les juges de la Cour d'appel, ce n'est pas leur rôle, caractérisent cette politique de racisme d'État, mais là aussi, et là encore, j'ai la faiblesse de croire que le nous étant encore une fois un nous collectif, nous sommes, au regard de ces 2 arrêts, au regard des études et des rapports du défenseur des droits, ce qui sera une façon de lui rendre hommage au avant-dernier, pardonnez-moi, Jacques Toubon, ancien ministre RPR de la Justice et de la Culture, nommé défenseur de droit par François Hollande, et lorsqu'il avait été nommé avec d'autres, nous avions été particulièrement choqués par sa nomination en considérant qu'il s'agissait d'un cadeau inacceptable fait à une personnalité de droite.
Et je dois reconnaître qu'en cette matière, je me suis trompé, puisque le dernier rapport qu'il a rendu public, qui est un rapport qui s'appelle Discrimination et origine, qui a été rendu public au cours de l'été 2020, est un rapport qui, s'il m'avait demandé de le signer, que j'aurais immédiatement signé et qui, sur un certain nombre de points, est plus à gauche que certains qui se croient très à gauche. De même, les rapports de la CNCDH, de même d'ailleurs des rapports d'institutions européennes, de même le rapport du Comité des droits de l'homme de l'ONU, qui, à plusieurs reprises, et notamment par la voix de celle qui a été titulaire de la charge, l'ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet, qui, à la suite de la répression particulièrement dure de l'État français, notamment lors de la mobilisation des Gilets jaunes, a, en tant que responsable du Comité des droits de l'homme de l'ONU, adressé à l'État français un certain nombre de mises en garde, demandant à ce que les droits et libertés fondamentaux, et notamment la liberté de manifester, soient garantis, et mettant également en garde les autorités françaises contre la réitération des contrôles au faciès. Et donc, ni ces prises de position, ni ces deux condamnations par les institutions françaises n'ont pu mettre un terme à cette pratique. Je ne reviens pas sur les problèmes politiques et juridiques que cela pose. J'estime donc que là aussi et là encore, nous sommes parfaitement légitimes à parler de racisme d'État. Racisme d'État qui, ces deux exemples montrent, sont parfaitement, ou est parfaitement en l'occurrence compatible avec des institutions qui, globalement, peuvent être caractérisées d'institutions démocratiques. En tout cas, pour celles et ceux qui ne sont évidemment pas victimes de ce type de discrimination et de pratique. Chose complètement différente de l'avènement d'États racistes. J'insiste là-dessus parce que l'équation est maintenant bien en place. Lorsque nous étant encore une fois nous collectifs, nous utilisons la catégorie de racisme d'État, d'aucuns nous opposent cet argument qui est d'une grossièreté intellectuelle remarquable, mais dont l'efficacité est sans doute liée à sa grossièreté intellectuelle remarquable, que parler de racisme d'État, ça serait mettre sur le même plan la France de la 3e, 4e et éventuellement 5e République que l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid. Grossièreté remarquable qui prouve que ceux qui tiennent ce discours sont soit des ignares et ou des idéologues, parce qu'il ne s'agit évidemment pas de mettre sur le même plan ces deux États. Les États racistes se caractérisant en général et en particulier, et c'est évidemment le cas de l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid, par la considération qu'il existe un genre humain hiérarchiquement organisé en raison de l'existence de races distinctes dont les membres sont évidemment placés dans une hiérarchie raciale et de ce point de vue-là inégaux, et État raciste qui va se structurer sur la base de ces représentations et mettre en place deux systèmes politico-juridiques radicalement opposés. Un système politico-juridique pour le groupe dominant en général et en particulier là, les Blancs, et un système politico-juridique radicalement distinct imposé en l'occurrence aux Noirs et aux autres minorités raciales existantes en Afrique du Sud. Pareillement d'ailleurs pour les États-Unis jusqu'en 1967, et ma langue n'a pas fourché, il ne s'agit pas de 1867, il s'agit bien de 1967, puisque 1967 aux États-Unis, c'est l'abrogation de la dernière disposition de ségrégation raciale mise en place au lendemain de l'abolition de l'esclavage en 1865, puisque la ségrégation légale aux États-Unis, et à ce point légale que la Cour suprême des États-Unis a validé cette ségrégation, ce qui a permis évidemment la multiplication des dispositions de ségrégation dans l'ensemble ou la presque totalité des États de l'État fédéral aux États-Unis, jusqu'en 1967. Et donc là aussi, et là encore, nous sommes bien en présence d'un État qui s'est organisé de 1867 jusqu'à 1967 sur la base de deux systèmes politico-juridiques. Un système politico-juridique applicable aux Blancs, qui globalement jouissait des droits et libertés démocratiques fondamentaux, et un autre système juridique appliqué d'une part aux Afro-États-Uniens,
privés de la liberté d'installation, privés de la liberté de circulation, dont les droits politiques étaient fondamentalement atteints, les droits démocratiques évidemment aussi. N'oublions pas, parce qu'eux aussi en ont été victimes, de ce qu'il est conduit d'appeler les populations autochtones, c'est-à-dire les Indiens, qui non seulement ont été victimes des dispositions de ségrégation, mais en plus de cela ont été victimes de la spoliation de leurs terres, de l'expulsion de leurs terres, de leur extermination, puisque c'est le terme employé notamment par Tocqueville, de leur refoulement et des massacres, tant et si bien d'ailleurs, et Tocqueville de cela était parfaitement conscient quand il écrit de la démocratie en Amérique, alors même que le processus d'expansion des États-Unis n'est pas achevé, il estime que écrit-il dans la démocratie en Amérique, que lorsque les Américains sont arrivés sur la côte ouest des États-Unis, c'est-à-dire San Francisco et Los Angeles, ce qui n'est pas le cas à l'époque, les Indiens, écrit-il, auront cessé d'exister. Alors Tocqueville ne veut pas dire que les Indiens auront en totalité été génocidés, il veut dire, puisque le terme à l'époque désigne cela, qu'ils auront été exterminés, puisque globalement jusqu'en 1945, le terme d'extermination désigne les massacres de masse et n'est pas encore synonyme de génocide. Ce n'est qu'après 1945 que le terme d'extermination va devenir un synonyme de génocide, après que la catégorie de génocide ait été forgée par un juriste états-unien qui s'appelle Raphaël Lemkin. Et donc, racisme d'État et État raciste sont deux catégories radicalement distinctes, et je fédérais sur ce point eu égard à l'actualité, sur la caractérisation de situation d'apartheid imposée par l'État d'Israël dans les territoires occupés. Alors, je précise immédiatement que le livre, et par conséquent le manuscrit évidemment aussi, a été sous presse avant les événements du 7 octobre. Si j'avais à réécrire en partie le livre, s'il y avait une nouvelle édition, ça dépend de vous, en partie, merci, je ne réécrirai pas la partie consacrée à l'apartheid. Non pas que j'aurais l'orgueil, si peu que ce soit, parce que je pense avoir écrit des choses définitives, mais parce que j'ai la faiblesse de croire. Je laisse pour le moment de côté ce qui se passe à Gaza, parce que ce qui se passe à Gaza n'a pas à voir avec l'apartheid. Par contre, ce qui continue de se passer en Cisjordanie et à Jérusalem-Est a à voir effectivement avec la situation d'apartheid, et ce qu'il s'y passe, c'est-à-dire la poursuite de la colonisation, la poursuite des assassinats, la poursuite des spoliations par des colons avec la défense des forces armées et policières d'Israël, confirme, ils n'ont pas infirme, que nous sommes parfaitement légitimes à utiliser la catégorie juridique d'apartheid, j'y reviendrai. Par contre, j'ajouterai au livre ceci, que, alors ne vous me prenez pas sur ce que je vais dire, je vais évidemment préciser la chose, parce que ainsi exposée sans plus de précision, elle serait à l'évidence choquante. La guerre menée par l'État d'Israël à Gaza est une guerre coloniale sinistrement classique. Alors ça ne veut pas dire que les effets de cette guerre sont classiques, ça veut dire que les méthodes de la guerre menée par Israël à Gaza est, au regard de ce que nous savons des guerres coloniales, sinistrement classique. Pourquoi ? Parce que globalement, toutes les guerres coloniales menées par des États, qu'ils soient démocratiques ou pas, qui avaient l'intention d'établir des colonies de peuplement, se sont déroulées selon des principes qui sont similaires à ceux employés par l'État d'Israël aujourd'hui. Cette guerre, en effet, est une guerre qui repose sur la violation de deux distinctions majeures. La première de ces distinctions, c'est la distinction entre civils et militaires, puisque nous le savons, et la chose est corroborée et bien maintenant documentée par l'ONU et un certain nombre d'ONG à la fois israéliennes, palestiniennes et plus généralement ayant pignon sur rue, l'écrasante majorité des victimes à Gaza sont des victimes civiles, et l'écrasante majorité de ces victimes civiles sont des femmes et des enfants, puisqu'il a effectivement été tué à Gaza depuis le 7 octobre, plus d'enfants qu'au cours des 4 derniers conflits qui ont eu lieu de par le monde. Deuxièmement, cette guerre repose sur les fondements d'une seconde distinction, en partie liée, enfin tout à fait liée à la première d'ailleurs, qui est la distinction entre champ de bataille et sanctuaire.
En effet, dans les guerres dites conventionnelles, c'est dans les conflits interétatiques, disons traditionnels, pour préserver autant que possible, mais l'assurance n'est jamais complètement assurée, évidemment, pour préserver les populations civiles, il est prévu l'établissement de sanctuaires. C'est-à-dire des sanctuaires dans lesquels ces populations civiles, autant que possible, sont préservées des violences de guerre. Et très traditionnellement, c'est maintenant inscrit dans des conventions internationales, ces sanctuaires sont hôpitaux, lieux de culte, marchés, écoles, toute installation d'organisations internationales, donc de l'ONU, et évidemment aussi toute installation d'ONG chargée dans ces sanctuaires, non seulement d'assurer la protection des populations civiles, mais bien sûr d'assurer leur logement et leur alimentation et leur sécurité sanitaire, leur santé. À l'évidence, ce qu'il s'est passé récemment, hier ou avant-hier, mais ce qui s'est passé avant, prouve que les forces armées israéliennes méconnaissent de façon structurelle et principielle, et il ne s'agit évidemment pas de bavure, la distinction entre champ de bataille et sanctuaire, dans la mesure où la démonstration est faite maintenant depuis le 7 octobre, c'est bien l'ensemble du territoire de Gaza qui est considéré comme des objectifs militaires à détruire, et plus encore pour ce qui est du nord de la bande de Gaza, où l'armée israélienne, là, pratique la destruction totale de la ville, des infrastructures routières, électriques, en eau, de façon, au sens le plus littéral du terme, de rendre la vie des populations au nord de la bande de Gaza littéralement impossible avant plusieurs années de reconstruction. Les estimations faites aujourd'hui par un certain nombre d'ONG qualifiées estiment que la reconstruction de Gaza, quand le conflit se sera terminé, prendra éventuellement entre 5 et 10 ans. Ces modalités de la guerre coloniale dans un contexte où il s'agit effectivement de créer des colonies de peuplement, sont des modalités de la guerre qui ont été utilisées par l'armée d'Afrique après 1840, lorsque le général Bugeaud est nommé gouverneur général de l'Algérie, où il s'agit, là aussi, et là encore, et la chose à l'époque est parfaitement assumée, et elle est dite en ces termes, il s'agit de chasser les Arabes, dans la mesure où la meilleure façon d'assurer la sécurité des colons, c'est quoi ? C'est de procéder, le terme n'existe pas, mais c'est effectivement la réalité des pratiques, c'est de procéder effectivement à la purification ethnique de certains territoires en Algérie, c'est-à-dire d'expulser en masse les populations indigènes par la terreur. Et cette terreur, elle va passer évidemment par la militarisation de la totalité de la population et par la militarisation de la totalité du territoire. Tocqueville, que j'ai cité en faisant ses louanges il y a un instant, étant un des partisans de la guerre totale en Algérie et écrivant dans des textes officiels ceci, je cite de mémoire, mais je trahis éventuellement un peu la lettre, mais pas l'esprit, Tocqueville écrivant « Il faut détruire les villes et les villages dans lesquels réside et a résidé Abdelkader » parce que Tocqueville, comme les contemporains à l'époque, sont parfaitement conscients que pour atteindre la puissance militaire et politique d'Abdelkader, il faut atteindre les populations civiles. Et que si on veut atteindre sa puissance, il faut en passer par la destruction des villes et, dans certains cas, par les massacres et le refoulement des populations indigènes. Les colons américains, avec le soutien des forces armées des États-Unis, n'ont pas procédé autrement lors de l'expansion des États-Unis. Massacres, refoulement, spoliation des terres, etc., terreur infligée aux populations autochtones de façon à faire place nette et à refouler ces populations autochtones dans des espaces parfaitement réduit, avec le terme parfaitement sinistre, mais qui rend bien compte de ce processus, qui est bien celui de réserve, c'est-à-dire des espaces dans lesquels le reliquat de ces populations autochtones vivent dans des conditions qui sont des conditions qui, pendant longtemps, ont été des conditions catastrophiques. Et donc, la guerre menée par l'État d'Israël à Gaza est, du point de vue des origines de la guerre coloniale, hélas, une guerre sinistrement classique, mais évidemment, mais comme toutes les guerres coloniales, catastrophique du point de vue de ses résultats. Je rappelle que la France, à partir du 1er novembre 1954,
en Algérie a procédé de même. Déportation massive des populations civiles, 2,5 millions de personnes civiles déportées par les forces armées françaises, de façon à purger les territoires de ces populations civiles, l'objectif étant effectivement de pouvoir atteindre ainsi plus facilement ceux qui étaient aussi qualifiés de terroristes, à savoir les combattants du FLN. Ce qui s'est appliqué en Algérie, et je reviendrai sur Israël parce que ça a en partie inspiré notamment des dirigeants du Shin Bet, ce qui s'applique en Algérie à l'époque est la doctrine de la guerre contre-révolutionnaire à la française, qui repose entre autres sur l'inverse, le renversement d'un mot d'ordre célébrissime, je crois, alors que l'on nous prête à tort ou à raison, mais peu importe au fond, à Mao Tse-tung, qui écrivait ceci: les révolutionnaires doivent se trouver parmi la population comme des poissons dans l'eau. Mao Tse-tung voulant dire par là que, évidemment, des révolutionnaires très minoritaires au départ qui veulent mener une lutte armée, soit dans le cadre d'une lutte pour l'indépendance nationale, soit d'une lutte pour la révolution, ne peuvent évidemment prospérer dans leur combat révolutionnaire que s'ils ont effectivement le soutien de la population. Ce qui suppose de mener à la fois non pas seulement un combat militaire, mais évidemment un combat politique pour obtenir le soutien de cette population. Les officiers supérieurs qui ne sont pas des imbéciles, ne sous-estimons jamais nos ennemis, on en tiré la proposition inverse. Si les révolutionnaires doivent se trouver parmi la population comme des poissons dans l'eau, alors il faut retirer l'eau, c'est-à-dire il faut retirer les civils. Et c'est effectivement ce à quoi a procédé l'armée française dans certains territoires en Algérie. Et au fond, les massacres perpétrés à Gaza, alors après on va voir comment ils persévèrent éventuellement, mais me semble-t-il ont d'abord et avant tout pour objectif de provoquer ce que au fond j'appellerais une nouvelle Nakba, c'est-à-dire le départ souhaité, et c'est assumé par une partie significative de l'établissement politique et militaire en Israël, le départ de centaines de milliers, voire de millions de Gazaouis. Le Shin Bet, donc service de sécurité intérieure israélien, qui a priori ne sont pas des islamo-gauchistes, s'étant inspiré de doctrine de la guerre contre-révolutionnaire à la française qui a été exportée hors de l'Hexagone avant même la fin de la guerre d'Algérie, puisque cette doctrine de la guerre contre-révolutionnaire a permis la formation d'officiers supérieurs états-uniens et la formation d'officiers supérieurs de l'armée argentine. Il y avait à quelques centaines de mètres du palais présidentiel à Buenos Aires une antenne, effectivement, qui a permis la formation des cadres de l'armée argentine. 1976, coup d'état du général Videla. Ce général Videla va mettre en œuvre la technique de la guerre contre-révolutionnaire à la française, avec notamment le terrorisme d'État et notamment une pratique qui a été massivement utilisée pendant la guerre d'Algérie, à savoir la pratique de la disparition forcée. Je rappelle que l'Argentine, c'est entre 35 et 40 000 morts et disparus. La disparition forcée étant aujourd'hui considérée comme un crime contre l'humanité. Donc, relativement à la guerre à Gaza, à minima, crime contre l'humanité. C'est la demande qui a été faite par l'un des procureurs de la CPI, au regard de ce qui est maintenant parfaitement documenté. Et la guerre à Gaza sera sans doute l'une des guerres les plus documentées au monde, eu égard, d'une part, au contexte dans lequel elle se déroule, et aux moyens de communication et d'information qui sont aujourd'hui les nôtres. Et de ce point de vue-là, croire qu'il va être possible de censurer si peu que ce soit les actes commis là-bas relève de l'illusion la plus absolue. Et d'ailleurs, un certain nombre d'exactions commises par des soldats israéliens qui ont mis sur les réseaux sociaux leurs propres exactions, permettent d'ores et déjà d'engager des enquêtes. Je laisse cette affaire de côté pour le moment pour revenir à la qualification d'apartheid, qui, contrairement à ce qu'on nous serine en particulier dans l'Hexagone, n'est pas une qualification morale, n'est pas une qualification passionnelle, liée à l'indignation légitime qui pourrait être la nôtre et qui nous ferait considérer que telle est la qualification adéquate. Rappelez à cela qui voudraient nous faire croire que la qualification d'apartheid relève d'une forme d'antisémitisme, d'une forme de haine des Juifs en général et de l'État d'Israël en particulier, que, encore une fois, ils racontent
possiblement n'importe quoi, dans la mesure où la qualification d'apartheid s'appuie non pas sur des considérations subjectives, mais s'appuie sur une convention internationale de 1973, adoptée par l'ONU, dans un contexte où l'Afrique du Sud et l'apartheid existaient encore, et où l'objectif de cette convention de 1973 est, d'une part, de recenser et de qualifier juridiquement ce qui se passe en Afrique du Sud, assurément, mais au-delà de l'Afrique du Sud, de recenser et de qualifier également tout crime d'apartheid, qu'il ait été commis par l'Afrique du Sud ou qu'il soit commis à l'avenir par d'autres États. L'objectif de la Convention étant non pas de retenir une forme d'apartheid incarnée par l'Afrique du Sud, mais de mettre au jour des formes d'apartheid. Et donc c'est sur la base de cette Convention internationale, faut-il le rappeler, que depuis au moins une quinzaine d'années, des ONG israéliennes et des journalistes israéliens qualifient effectivement ainsi la situation imposée par l'État d'Israël à Gaza avant le 7 octobre, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. B'Tselem, association ONG israélienne notamment, et relativement aux journalistes rendre hommage au moins à deux d'entre eux, Amira Haas, correspondant du Haaretz à Gaza et en Cisjordanie pendant longtemps, et Gideon Levy, journaliste au Haaretz, qui en raison de ses prises de position passées et des enquêtes qu'il a menées, est aujourd'hui en Israël sous protection policière parce qu'il est menacé de mort par l'extrême droite nationaliste israélienne. Par ailleurs, même et en raison de l'évolution catastrophique de la situation dans les territoires occupés, même des personnalités du Likoud ont été amenées à reprendre la qualification d'apartheid. L'ambassadrice d'Israël en France, dont on aura du mal à nous faire croire qu'elle est adepte du NPA, à la suite de la guerre déclenchée à Gaza, a donné sa démission, et dans la lettre de démission a pris et condamné non seulement ce qui était en train d'être commis à Gaza, mais ce qui relevait aussi des pratiques existant antérieurement. Enfin, ou de plus, Eli Barnavi, historien très connu, ancien ambassadeur d'Israël en France, après avoir refusé la qualification d'apartheid et avoir pris d'ailleurs des positions assez violentes contre ceux qui qualifiaient la situation dans les territoires occupés ainsi, a finalement publié un texte, entre autres dans le journal Le Monde, pour considérer que, au regard de ce qu'il se passait et de l'aggravation de la situation dans les territoires occupés, cette qualification était juridiquement et politiquement adéquate. Ancien ministre socialiste de l'Agriculture, Jean Glavany, redevenu parlementaire, et qui, en tant que parlementaire, est à l'origine d'une mission parlementaire d'enquête dans les territoires occupés, en Cisjordanie en particulier. Il va s'appuyer pour ce faire sur les rapports d'un certain nombre d'ONG palestiniennes et israéliennes et de documents de l'ONU. L'objet de son enquête est la politique de l'eau menée par l'État d'Israël. Politique de l'eau dont il n'a pas beaucoup de mal à montrer qu'elle est une politique de l'eau parfaitement discriminatoire, qui favorise systématiquement, parce qu'il s'agit d'une politique publique, systématiquement les colons, l'État, les citoyens israéliens vivant en Israël, au détriment systématique des populations palestiniennes. Ressource ô combien vitale dans tous les sens du terme. Et il en conclut dans son rapport que cette politique de l'eau relève d'une politique d'apartheid. Celui que je vais citer, je le cite avec beaucoup de réticence, mais pour des raisons que je vais expliciter, mais ça prouve que certains sont, étant donné la gravité de la situation faite aux Palestiniens dans les territoires occupés, sont dans certains cas prêts à changer de position. Celui que je cite est Hubert Védrine, qui, sous d'autres cieux ou dans un autre contexte, pourrait être poursuivi pour complicité de crimes de génocide. Hubert Védrine, conseiller aux affaires africaines de François Mitterrand, gouvernement de cohabitation, nous sommes en 1994.
En mai 1994, le génocide au Rwanda a commencé depuis plusieurs semaines. Il y a déjà des centaines de milliers de morts en raison de la politique menée par le pouvoir Hutu. Je rappelle que le génocide entre le 7 avril 1994 et l'été 1994 a fait entre 800 000 et 1 million de morts, Tutsis au vu et au su de la communauté internationale, au vu et au su des forces armées françaises présentes au Rwanda. Hubert Védrine, conseiller aux affaires africaines de François Mitterrand, l'État français et François Mitterrand, le gouvernement de l'époque, Alain Juppé, est le seul, à ma connaissance, à avoir reçu des membres du gouvernement intérimaire, c'est-à-dire des membres du gouvernement génocidaire. Et Hubert Védrine a signé dans le journal Le Monde une tribune avec 4 autres ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ou ex-ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, considérant qu'effectivement la qualification d'apartheid était adéquate pour rendre compte de la situation faite aux Palestiniens dans les territoires occupés. Et donc l'ensemble de ces éléments, encore une fois c'est un nous collectif, me semble-t-il, enfin c'est pas me semble-t-il, j'en suis convaincu, nous permettent de façon tout à fait précise et sur la base de rapports très nombreux, encore une fois, d'ONG palestiniennes, d'ONG israéliennes, d'ONG comme Amnesty International, la CIMAD, Human Rights Watch, de considérer que la situation qui est faite à ces populations, en effet, relève bien de la qualification d'apartheid et que cela n'a évidemment strictement rien à voir avec l'antisémitisme. Je finirai sur ce point. L'État français, et donc Jupiter, son gouvernement, ce gouvernement passé de... comment s'appelle-t-elle déjà, l'ancienne Premier ministre ? Borne. Elisabeth Borne, oui. Oui. Et de Gabriel Attal, et lui plus spécifiquement, ont été les gouvernements au sein des États membres de l'Union européenne qui se sont particulièrement distingués par la réitération des interdictions des manifestations en solidarité avec la Palestine, jusqu'à cette accusation abracadabrantesque à l'encontre des étudiants de Sciences Po qui ont occupé tout à fait pacifiquement un amphi de leur établissement, pratique fort ancienne et fort classique de mouvements étudiants par le passé, et qui par le passé ne suscitait pas en général l'ire des pouvoirs publics, et moins encore la mobilisation du chef de l'État. Et là a provoqué la réaction immédiate de Jupiter, l'envoi de son fidèle et servile Premier ministre à Sciences Po, et participer à une instance de direction en violation des dispositions nationales qui font que les membres du gouvernement ne peuvent pas, en raison de l'indépendance accordée aux établissements supérieurs d'enseignement et aux universités, mais donc aussi aux grandes écoles, ne peuvent pas intervenir dans les instances de direction de ces établissements. Ce sur quoi, autre disposition d'ailleurs nationale sur laquelle Jupiter et son servile Premier ministre se sont délicatement assis, le chef de l'État accusant les étudiants de Sciences Po d'antisémitisme, d'islamo-gauchisme et évidemment de wokisme. Ceci justifiant, entre autres, les poursuites engagées contre un certain nombre d'entre eux. L'ensemble, donc, dans un contexte de dégradation très significative des droits et libertés démocratiques en France et maintenant depuis fort longtemps. Alors, atteintes qui ont débuté évidemment dans les quartiers populaires et auprès des populations racisées, avec la mobilisation d'un certain nombre d'armes de guerre, faut-il le rappeler, dans les quartiers populaires en novembre notamment 2005. Darmanin, ministre de l'Intérieur, je ne peux pas croire qu'il ignore le code de sécurité intérieure, donc il ment sciemment. Voudrait nous faire croire que les sinistrement célèbres LBD, grenades de désencerclement, ne sont pas des armes de guerre. C'est ainsi qu'elles sont qualifiées
dans le Code de sécurité intérieure. Ça veut donc dire qu'effectivement, la police et la gendarmerie française utilisent effectivement et ont utilisé dans les quartiers populaires et pour réprimer les mouvements des Gilets jaunes, ont bien eu recours à des armes de guerre. Par ailleurs, et celui que je vais citer n'est pas non plus un islamo-gauchiste, il s'agit de François Sureau, avocat, écrivain, récemment élu à l'Académie française, dont je n'ai pas voulu dire que ce soit un temple de l'extrême gauche française, ou alors quelque chose m'a échappé, qui a publié un petit opuscule qui s'appelle Sans la liberté, publié aux éditions Gallimard, toute petite maison d'édition marginale comme chacun sait, François Sureau dresse le bilan catastrophique de la dégradation des libertés publiques depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République jusqu'à aujourd'hui. Et il commence son opuscule par la description d'un membre des forces de l'ordre et par le constat qu'effectivement, au sein des États membres de l'Union européenne, les forces de police et les forces de gendarmerie françaises sont les seules à pouvoir procéder à des contrôles d'identité et à être présents dans des manifestations parfaitement pacifiques avec des armes de guerre sous la forme de fusils d'assaut. Il n'y a pas d'équivalent dans les autres États membres de l'Union européenne. Et François Sureau, d'ailleurs, au-delà de ce détail qui d'ailleurs n'en est pas un du tout, puisque ça participe évidemment du renforcement croissant, non pas seulement des moyens juridiques, mais également aussi des moyens matériels accordés aux forces de police et de gendarmerie, estime qu'effectivement la situation des droits et libertés démocratiques en France n'a cessé de se dégrader, ce que confirme la réitération des interdictions. Je finirai juste sur ce point parce que j'ai dit tout à l'heure que aucune disposition juridique, aucune juridiction de ce pays ne pouvait mettre un terme au contrôle au faciès. La chose vaut également pour un certain nombre de préfets de ce pays qui sont supposément, enfin pas supposément, qui sont les représentants de l'État et donc de la République dans les territoires de l'Hexagone. Et au moins un préfet, mais il n'est sans doute pas le seul, mais lui s'est particulièrement fait connaître par la réitération des interdictions prises par le préfet des Alpes-Maritimes contre toute manifestation de solidarité avec la Palestine, où il a à chaque fois pris des arrêtés d'interdiction. Ces arrêtés d'interdiction ont été annulés par des tribunaux administratifs saisis par des associations. L'annulation de ces arrêtés d'interdiction ont été immédiatement confirmés par de nouveaux arrêtés d'interdiction, etc., etc. On est donc bien là, en présence, là aussi et là encore, d'un préfet représentant de l'État qui n'a strictement que faire des arrêts des tribunaux administratifs pris à l'encontre des décisions et qui les réitère pour persévérer dans l'interdiction de ces dites manifestations. Magnifique paysage politico-juridique de ce sublime hexagone dans lequel nous vivons désormais. Je vous remercie.